Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve pour l'épisode 5 de notre saison 3 et aujourd'hui un épisode un peu particulier mais je vous en dis plus après notre générique. A tout de suite. Et on se retrouve donc pour un nouvel épisode de notre saison 3, l'épisode 5. Avec moi une équipe un peu particulière ce soir. Je commence par mon cher Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Simon, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Et j'enchaîne avec notre cher François qui ce soir s'appellera Francis pour une bonne raison. Bonsoir Francis du coup. Bonsoir tout le monde. Et enfin, nous recevons ce soir François Buffnoir, qui travaille pour l'entreprise Way4Space, excusez-moi, et qui a eu une certaine expérience dans le milieu des lanceurs, notamment pour Ariane Group et Ariane Espace. Mais je te laisse te présenter très rapidement et je te remercie d'être avec nous ce soir. Oui, bonjour, merci beaucoup. François Buffnoir, je suis aujourd'hui le directeur technique de Way4Space, qui est un think tank, un centre d'inspiration et d'innovation spatiale situé dans la ville de Saint-Médard-en-Jalles, en région Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, par le passé, j'étais chez Ariane Espace, aussi Ariane Group, et en Guyane sur les lancements, les équipes de lancement Ariane 5, Soyuz à l'époque et Vega. Et donc tu ne seras pas surpris, on est sur une émission spatiale et particulièrement moi, mais je sais que les gars s'y intéressent aussi, on aime beaucoup les lanceurs et il y a pas mal d'actualités en ce moment. Donc nous, ce qu'on voulait évoquer avec toi ce soir, c'est pour commencer par exemple la fin de carrière, disons, d'Ariane 5, avec les deux derniers lanceurs à venir qui sont en partie déjà préparés, en tout cas pour la campagne de Juice. Comment toi tu vis ce qu'on appelle une fin de carrière, en tout cas une fin de vie de la fusée Ariane 5 et est-ce que tu trouves ces missions là pour conclure, disons, sa carrière à la hauteur de tous les exploits qu'a accompli ce lanceur européen? Tout à fait. Alors, Ariane 5, pour moi, c'est assez particulier, hein, puisque j'ai travaillé et que je pense comme tous mes collègues qui ont fait partie et qui font aujourd'hui partie des équipes de lancement Ariane 5, on est vraiment très attaché à ce lanceur. Moi, je sais que le dernier vol, j'aurais un petit pincement au cœur. C'est un lanceur fabuleux, avec des performances hors normes. Et quand on parle de fin de carrière, il faut savoir que les deux dernières missions, là, JUICE qui arrive, c'est un lanceur qui va être de la classe de celui qui a emmené le James Webb Space Telescope pour que JUICE soit mise sur son orbite. Il y a deux, trois modifications. C'est Daniel Mavender qui en avait parlé, qui sont à peu près comme celle de James Webb. Donc on s'attend à ce que, encore une fois, la précision d'injection soit parfaite. Et quant à sa dernière mission, qui va arriver juste après, le lanceur va amener deux satellites de souveraineté, Syracuse 4A pour le commandement de l'espace et non, c'est H7, Heinrich Hertz. Heinrich Hertz, voilà, toujours difficile à prononcer. Pareil, un satellite de souveraineté allemand. Donc, deux missions importantes qui préfigurent aussi finalement quelque part l'actualité du spatial. Hein. On parle de plus en plus de souveraineté au niveau de l'espace et de besoin d'avoir des moyens de protection et de défense. Et puis l'exploration scientifique qui a été depuis toujours une des grandes compétences d'Ariane, hein, avec le laboratoire XMM Newton, avec Bepi Colombo, avec Philae Rosetta, la première atterrissage sur une comète, et puis la JUICE qui va aller voir les lunes glacées de Jupiter. Donc oui, je trouve que Ariane 5 finit en beauté et c'est que rendre hommage à ce lanceur d'exception. Et tu l'as rappelé, effectivement, on ne l'a pas évoqué, Ariane 5 a eu, là, il y a très peu de temps, donc il y a un peu plus d'un an, l'opportunité et l'honneur de lancer le James Webb Space Telescope, un vol qui s'est passé encore mieux que prévu, qui pourrait, pour l'instant, on parle au conditionnel, mais avoir fait gagner pas mal de temps de vie et d'exploitation à ce télescope spatial. Et c'est vrai, tu l'as aussi rappelé, elle a quand même eu une carrière
assez incroyable du fait des missions qu'elle a pu lancer en orbite. Et en plus de ça, un taux de réussite qui est parmi les meilleurs au monde et de l'histoire du spatial. Et donc ça nous amène un petit peu, on l'a évoqué, la fin de carrière arrive, on en est tous attristés, je pense que toi le premier, moi également. Et on se pose donc la question, on ne sait pas tous et toutes, on n'a pas forcément toutes les mêmes informations, mais on sait que Ariane 6 arrivera bientôt, euh, mais on sait qu'il y aura quand même un délai. Comment toi tu vis, et après je demanderai à mes collègues également de comment ils le ressentent, mais ton avis m'intéresse particulièrement. Comment tu penses, disons, ce délai qu'il y aura entre la fin d'Ariane 5 et le début d'Ariane 6, qui est pour l'instant prévu à fin 2023, voire éventuellement un peu plus en cas de difficulté. Le... Alors c'est vrai que initialement, il ne devait pas y avoir d'écart dire aussi important entre la fin d'Ariane 5 et le début d'Ariane 6. Bon, il y a encore eu une interview récente de André Hubert Roussel dans Les Échos qui a très bien expliqué les raisons, hein, entre le Covid et puis quelques soucis techniques, qui fait qu'aujourd'hui, le premier vol est prévu et toutes les équipes d'Ariane Group sont mobilisées pour le premier vol fin 2023. Ceci dit, aujourd'hui, le carnet de commandes d'Ariane 6 est plein, notamment 18 lancements en commande pour la constellation Kuiper. Car ce qu'il faut bien savoir et ce qui est important, c'est que un lanceur lourd comme Ariane et comme Ariane 6 est vital. On parle beaucoup hein, en ce moment des petits lanceurs et c'est vrai que c'est un domaine en plein boom et qui est important. On pourra en discuter. Il y a besoin de petits lanceurs, mais ce que l'on voit quand même, la commande Kuiper des 18 lancements le montre, c'est qu'il y a vraiment besoin de lanceurs lourds pour les constellations autres, tout simplement. Hein, c'est, si on veut parler de transport, hein, puisqu'on parle de soucis, le rapport du GIEC est sorti aujourd'hui, la protection de la planète, comme on, il est toujours plus intéressant de mettre 60 personnes dans un bus que 60 voitures individuelles. Toujours plus, il est de la même manière, il est plus intéressant de mettre 60 satellites, des petits hein, de constellation dans la coiffe d'un gros que 60 petits lanceurs. Donc Ariane 6 a un beau carnet de commandes. Ariane 6 doit réussir, donc il est aussi très important, et c'est ce que font les équipes en ce moment en Guyane, elles sont mobilisées de faire ce qu'on appelle les essais combinés. Car il faut savoir qu'avant de faire un lancement, finalement, ce qui va être fait, ce qui est fait en ce moment en Guyane, c'est quasiment un lancement, sauf qu'on ne va pas jusqu'au décollage, mais tout est répété. Les opérations de connexion, ce qu'on appelle la connexion entre le sol et le bord, il faut raccorder le lanceur à sa alimentation. Toutes les étapes de mise en route du lanceur, de remplissage, de test des moteurs, tout va être fait pour garantir ce qui est extrêmement important, comme tu l'as bien rappelé. Ariane a une fiabilité qui fait sa réputation et qui fait son excellence que Ariane 6 doit conserver et tous ces essais-là qui sont en cours en ce moment sont extrêmement importants et à la fois ben, pour garantir la continuité finalement de performance et de fiabilité entre Ariane 5 et Ariane 6. Donc voilà, mais on l'a vu, hein, des fois il faut faire attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Je l'ai dit, le spatial ça reste difficile. On n'a pas l'impression, hein, des fois on dit avec une space tout est plus facile, mais on le voit encore, hein, le lanceur RS-1 de Relativity Space n'a pas réussi en janvier. Le H3 japonais n'a pas réussi là récemment. Donc voilà, il y a un gros challenge à relever et les équipes font tout pour bien faire les choses. Donc on attend, on sera tous derrière Ariane 6 et très heureuse de l'avoir décollé en fin d'année. Tu as évoqué un terme tout à l'heure qui m'intéresse, tu as parlé de souveraineté, et je me demandais, Ariane, c'est la souveraineté de qui? Parce que l'ESA, c'est pas l'Union européenne, donc finalement, avoir une fusée Ariane 6, avoir une Vega, c'est la souveraineté pour qui? Alors, les arts, effectivement, c'est pas exactement l'Union européenne, mais il ne vous aura pas échappé que la constellation Iris, qui est elle de la Commission européenne, partira sur Ariane. Euh, et
effectivement, Ariane est, à travers Ariane Group, le lanceur souverain, enfin oui, effectivement, à travers l'ESA en fait, puisque c'est vrai que Vega aussi fait partie des lanceurs européens, sont des lanceurs financés par l'ESA, auxquels on compte les États membres, et garantissent par retour géographique vraiment une indépendance hein, par rapport aux lanceurs américains. Aujourd'hui, si je remonte dans l'histoire, hein, la création d'Ariane, elle doit beaucoup au satellite Symphonie que la France devait lancer, les satellites militaires. Et faute de lanceur, puisque le lanceur Europa n'avait pas réussi, il a fallu passer par un lanceur américain, sauf que les conditions de lancement imposées par les États-Unis ont été quasiment intenables pour que le satellite soit opérationnel tel qu'on le voulait. Et c'est ce qui a vraiment déclenché. On s'est dit on ne peut pas dépendre des États-Unis. Aujourd'hui, on ne peut pas dépendre d'une puissance tierce, surtout pour des satellites de défense et des satellites de souveraineté. Complètement. Et tu as aussi parlé des essais combinés. Moi, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a tous beaucoup suivi sur Ariane 6. Je crois que j'ai noté que ils ont commencé en 2020. Ils en ont fait près de 280 entre les essais mécaniques, thermiques, fluidiques, de radiocom, etc. Est-ce que tu penses que autant d'essais, c'est un bon signe pour justement valider le premier lancement d'Ariane 6, ou est-ce qu'au contraire ça peut souligner qu'il y a un souci qu'ils n'arrivent peut-être pas à identifier ou autre chose? Qu'est-ce que tu en penses? Les essais sont prévus hein, de longue date et aujourd'hui le plan qui est déroulé c'est le plan d'essai. Alors effectivement pour des gens qui sont peut-être pas dedans ça peut paraître énorme mais il faut savoir que tout est nouveau. Sur le Ariane 6 arrive avec un nouveau lanceur, un nouveau bâtiment d'assemblage et une nouvelle zone de tir, enfin une zone de lancement. On dit plutôt lancement que tir dans le monde des lanceurs. Donc, qui s'appelle ELA 4, l'ensemble de lancement 4, quatrième de l'ensemble de lancement Ariane en Guyane. Donc il a fallu déjà construire tout ça. Ensuite, il y a eu toute une phase de test et de mise au point de la zone de lancement en elle-même. Ensuite, il y a tous les transferts. Hein, en fait, comment la fusée Ariane est livrée en kit, hein, vulgairement, sauf les propulseurs à poudre en Guyane. Il faut assembler tout ça. Il y a des nouveaux outillages, le transfert du lanceur de bâtiment d'assemblage jusqu'à la zone de lancement se fait avec des véhicules autonomes, les AGV. Donc voilà, il y a ça. Il y a aussi toutes les installations. Les gens ont peut-être pas l'impression, mais la maîtrise de la cryotechnie, l'oxygène liquide, l'hydrogène liquide, c'est quand même pas simple. Hein. L'hydrogène, ça nécessite des puretés et des étanchéités quasi parfaites. Donc il y a vraiment toute une mise au point, sol, à faire sous maîtrise d'œuvre CNES. Et ensuite, le lanceur arrive et chaque étape hein, de l'assemblage dans le bâtiment d'assemblage lanceur, de la gestion des interfaces sur la zone de lancement, puisque la particularité d'Ariane 6, c'est qu'elle est assemblée horizontale au sol. Et ensuite, elle est mise sur la zone de lancement, et c'est sur la zone de lancement que sont assemblés les boosters à poudre, propériosolides, et ensuite la charge utile. Pareil, la charge utile, tout ce qui est ce qu'on appelle encapsulation, c'est-à-dire mettre le satellite sous la coiffe, a été fait et testé dans le bâtiment. Enfin, voilà, c'est une somme d'opérations pour arriver au lancement qui fait que c'est tout à fait, enfin, c'est la procédure normale. Hein. Vous avez dû le voir, hein, ça a été plus médiatisé quand le lanceur lourd SLS a fait son premier vol. Mais vous avez vu, hein, les étanchéités, le lanceur, il avait plusieurs fois de son pas de tir, il est revenu. Enfin, c'est la mise au point et c'est pas si simple. Je pense que tu as raison de rappeler qu'un lancement de fusée, surtout un lancement inaugural, même un lancement tout court, hein, c'est plusieurs répétitions, c'est une complexité assez incroyable d'éléments
à rassembler, enfin de feu vert, disons, de go, comme on l'appelle dans le milieu spatial, à rassembler pour que tout se passe bien durant le lancement. Et justement, dans ce cas-là, parce qu'on sait que tous les acteurs et toutes les actrices du milieu spatial sont extrêmement professionnels et rigoureux, mais il arrive que des lancements se passent mal. On le souhaite bien entendu pas, mais ça arrive. Et là, récemment, je vais remonter sur l'histoire, disons, de la fusée Vega et de la fusée Vega C. La fusée Vega a eu malheureusement un échec qui nous a fait perdre le satellite Taranis, donc un satellite français qui était censé observer les phénomènes orageux et tout ce qui les entoure. Et là, plus récemment, malheureusement, le deuxième vol de la fusée Vega C a été également un échec. Comment c'est vécu, toi, je ne sais pas si tu as vécu ces lancements spécifiquement, je ne pense pas à Vega C, mais peut-être Vega, mais comment c'est vécu par les équipes? Parce qu'on pense les premiers touchés, il y a aussi bien sûr les clients qui perdent leur satellite, ça c'est certain, mais les premiers touchés et les premières touchées, ce sont les équipes de la fusée, les équipes des segments sol. Comment c'est vécu un tel type d'échec, même si bien sûr on ne le souhaite pas, qui peut arriver, et comment on rebondit? Alors, euh, bon, petite anecdote, vous le saviez peut-être pas, mais j'étais le responsable qualité Ariane Espace sur VV15, le vol Vega qui transportait Falcon Eye 1 qui a subi un échec en vol. Donc, je peux vous parler de dedans, de l'impression que ça fait. C'est extrêmement dur, hein, on va pas se le cacher. On travaille tous, hein, tout le monde, pour tendu vers le succès. On fait tout notre possible, hein. En fait, la campagne de lancement, donc c'est toute une préparation du lanceur, évidemment. Rien ne se passe, enfin, globalement, ça se passe comme prévu parce que tout est bien planifié, mais notre travail consiste à chaque fois qu'il y a un petit écart ou quelque chose qui se passe un peu différemment que prévu, de trouver la solution et de la mettre en œuvre. Donc, ce qui mobilise très fortement les équipes. Et comme je l'expliquais, les gens sont, voilà, se donnent. En plus, c'est vrai que c'est vraiment une ambiance d'équipe. Et je parle vraiment d'équipe de lancement, parce que dans une équipe de lancement, on va retrouver tous les industriels impliqués. Comme je vous disais, sur Ariane 5, ce sont les équipes Ariane Group, mais aussi les équipes Ariane Espace, bien sûr, mais aussi les équipes du CNES, de tous les autres industriels. Je ne voudrais pas en oublier, mais bon, MT Aerospace, CLEM6, CGLX Space, ESQS à travers la PAV, qui sont qui œuvrent autour du lanceur. Sur un lanceur Vega, c'est la même chose. Il y a Avio, mais il y a aussi les équipes Ariane Espace. Il y a aussi effectivement les équipes Telespazio, les équipes CGLX Space, MT Aerospace, pareil. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'équipe et où les gens se donnent beaucoup. Et quand c'est arrivé, donc je peux pas parler effectivement. Je peux vous dire que oui, on pense beaucoup aux clients. Je me souviens, Taranis, ça devait, enfin, on attendait tous ça quand même, hein, d'aller mesurer l'énergie des orages. C'est une belle mission. Pareil sur Falcon 1, c'était aussi important. Et les deux derniers, Pléiades, ce sont des satellites qui devaient avoir une résolution, enfin, amener un service assez incroyable. Donc, en plus, en Guyane, hein, les clients sont là, ils sont en salle de lancement avec nous. Donc, quand je dis quand c'est un échec qu'on vit tous ensemble, c'est vrai. Donc, c'est jamais, c'est un moment difficile et après, dans Et, la tête, on se pose beaucoup de questions, on se dit qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, mais très vite, en fait, le, le, le but, c'est de comprendre, vraiment dans l'optique de comprendre pour corriger, amener un correctif et que ça s'améliore. et on Ça entend. reste, même dans l'épreuve, un travail collectif, hein, on, sur le coup, ouais, sur le coup, c'est difficile, mais après, voilà. Je pense qu'aussi, alors même si c'est difficile pour les clients, euh, comme on l'expliquait, il y a quand même, voilà, on sait que dans le spatial, on essaye d'avoir les lanceurs les plus fiables possibles, et Ariane 5 en est un bon exemple. Mais ça, le spatial n'est pas à l'abri d'échecs encore. Et on entend bien dans ta voix que ça reste quelque chose de très présent alors que ça fait maintenant quelques années que cet échec est arrivé. Mais pour ne pas rester sur une note, disons, négative, il y a aussi
et heureusement beaucoup plus de succès que d'échecs. Et Oui, si bien tu sûr. avais un succès notable dans ta carrière, pas forcément auquel tu as participé, mais un lancement réussi qui t'a particulièrement touché, tu citerais lequel? Ah, ah, ça serait compliqué. On choisira un, Il je y en te a demande beaucoup. pas Ouais, 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 de ouais, mettre ouais. tous les autres sur le côté, mais si là t'en as un qui te vient à l'esprit, ce serait lequel et pourquoi? Ah, bah, ouais, moi, enfin, si j'en avais un, je dirais que c'était le vol qui s'appelait vol Ariane VA. VA, ils ont tous un numéro VA 243 parce que c'était la centième Ariane 5. Donc, l'ambiance était particulière. Euh, on était, on avait, je crois, encore plus tous envie que ça soit parfait parce qu'il y avait cette notion du centième vol. Il y avait eu en plus organisé en métropole pas mal de choses pour l'occasion. Ils avaient même fait un film du Ariane Espace Ariane Group avec des employés de différents sites qui brandissaient une pancarte centième Ariane 5. Donc quelque part, nous en Guyane, on est dépositaires quelque part de ces éléments lanceurs qui nous parviennent de métropole. Et on a tous nos collègues qui sont nos milliers de collègues en métropole et nous derrière on reçoit leur matériel et on est la continuité de la chaîne et on est redevable de ces éléments de très bonne qualité qu'ils nous ont envoyés et on a à cœur de tout faire pour réussir. Mais là, comme c'était le centième, euh, voilà, c'était un peu particulier. C'était c'était un beau souvenir. On a fini tous épuisés, on s'est donné vraiment à fond. Et ouais, je dirais que c'est ça. Bah écoute, Après, merci j'en ai plein beaucoup. d'autres anecdotes. Ah, bah, je me doute bien que tu en aurais eu bien d'autres à citer, mais merci beaucoup de nous partager cette expérience qui est quand même assez unique. Avant de passer à la seconde partie de l'émission, je propose qu'on se fasse un petit instant Space Culture qui nous sera présenté par mon cher Thomas. Et nous nous retrouvons maintenant pour l'instant Space Culture avec un album iconique qui a été réalisé par Pyramide et en collaboration avec Ariane Group. L'album a été réalisé pour les 40 ans des fusées Ariane, des lanceurs. Il s'appelle Atmosphère. Nous avons déjà eu le plaisir de diffuser quelques-unes de ces très belles musiques et aujourd'hui, comme nous parlons d'Ariane, nous allons vous passer Engines.
Et on se retrouve donc après cet instant Space Culture présenté par mon cher Thomas et je te repasse la parole pour introduire cette deuxième partie d'émission. Merci Simon. Alors, on a décidé qu'on allait parler d'un sujet important, d'un sujet qui nous tient tout autant à cœur, c'est le New Space français. Aujourd'hui, alors New Space, rien que le nom en lui-même est sujet à débat. C'est une très belle démarche en tout cas qui booste le secteur, qui introduit d'autant plus la France qu'elle ne l'était déjà dans le spatial européen et international. On voit beaucoup d'entreprises qui se créent, d'associations, de mouvements. Et je profite de ta présence, François, pour te demander donc Mhm. pourquoi l'initiative Way for Space a-t-elle été créée? Oui, alors Way for Space a été créé, alors on est tout jeune, hein, puisque c'était inauguré en décembre 2021. Le, L'initiative Way for Space a été créée dans la mouvance du New Space, dans le but de profiter finalement On avait des expertises et des compétences très fortes en région Nouvelle-Aquitaine, dans le domaine spatial, et nos fondateurs, qui sont pour moitié la région Nouvelle-Aquitaine, le Bordeaux Métropole et la ville de Saint-Médard-en-Jalles, dans laquelle est situé le centre d'innovation et d'inspiration, le think tank Way for Space. Et nos trois industriels fondateurs, que sont Dassault Aviation, Ariane Group et Thales, voulaient créer ce centre pour accélérer le déploiement des nouveaux usages et des nouveaux produits spatiaux de demain. Finalement, c'est développer une expertise collective et prospective sur le futur de l'espace, explorer des idées, vérifier leur faisabilité, en ayant accès finalement à des réflexions de haut niveau et à l'expertise à la fois de nos partenaires, mais aussi de nos membres fondateurs et de nos partenaires, euh, pour par des processus d'innovation et des séances d'idéation, imaginer les projets, imaginer les technologies et bien sûr et profiter justement des savoir-faire assez forts qu'on a ici pour faire naître des projets au service du spatial de demain et amener de la valeur dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Et donc, tu parlais de vos actions, disons, dans le New Space. Moi, j'avais Mhm. une question. Quelles sont vos relations avec, donc là je parle de Way for Space spécifiquement, avec les Oui, agences, les organismes de recherche, donc qui sont plutôt ce que certains appellent le All Space. Bon, j'aime pas trop cette dénomination, mais voilà, avec les acteurs plus classiques, disons, du domaine spatial. ouais. Il faut pas opposer New Space et Old Space. Alors, si vous voulez le New Space, le mieux, hein, la meilleure définition, je vous invite à aller regarder. Il y a les Assises du New Space, dont l'édition, encore cette année, aura lieu à la station F à Paris au mois de juillet. Et les Assises du New Space ont publié un document, hein, qui est extrêmement bien fait sur la définition et le New Space en France. Mais on va dire, si je vais résumer tout simplement, le New Space, c'est finalement à la fois des nouveaux usages, hein, de l'espace, sortis du traditionnel communication géostationnaire ou scientifique, etc., qui sont amenés par des constellations, qui sont amenés par la connectivité Internet of Things, et qui sont amenés par deux choses, hein. Le New Space, c'est des prix au lancement qui baissent, et aussi, pas que le lancement, mais les satellites, notamment par la production en série. On arrive et c'est les deux baissent, le coût de fabrication d'un satellite et les coûts au lancement. Donc finalement, le New Space, c'est peut-être des applications ou des choses qui existaient, mais qui sont rendues possibles parce que le coût d'accès à l'espace a baissé. Typiquement, une application que vous avez sur votre smartphone, sur certaines applications, si c'est 20 euros par mois, vous n'allez pas vous abonner. Si c'est 99 centimes, vous allez vous abonner. Donc, il y a vraiment une relation de cause à effet là-dessus. Et aussi, finalement, le- l'ouverture à des technologies, à des expérimentations, à des ruptures technologiques très fortes sur certaines applications qui permettent d'aller explorer et d'utiliser l'espace comme on le faisait pas avant. Donc, nous, à Way for Space, on a vraiment
fonction, ce rôle d'être transversal dans la filière spatiale et de s'appuyer sur toutes les expertises. Donc on est à la fois, donc je dis, on est dans nos partenaires, enfin dans nos membres fondateurs, on a les grands groupes qui sont Ariane Group, Dassault Aviation et Thales, mais quand on parlait d'expertise universitaire, dans nos partenaires, on a l'Université de Bordeaux, l'Agence de développement et d'innovation d'Aquitaine, le CEA, la chaire défense aérospatiale de Sciences Po par exemple, et le CEA. Et on a aussi des relations effectivement avec l'ESA, le CNES et le commandement de l'espace. Et car finalement, toutes les expertises et nous, ce qu'on pense, et vraiment notre raison d'être et plus-value à Air Space, c'est que des projets peuvent vraiment naître aussi de confronter, de mettre ensemble ces gens-là, et des fois faire travailler ensemble grands groupes et start-up. Il peut y avoir des innovations. On a vu récemment, hein, je crois, des associations entre Exotrail et Airbus, par exemple. Donc, il faut qu'ils montrent que les deux ne sont pas opposés. On a quand même, plutôt que de dire all the space, on pourrait dire traditional space. Enfin, il y a les grands groupes essayent de se renouveler aussi, hein, et d'innover. Ça existe. Hein. On a vu chez Ariane Group la présentation de Suzy, l'étage supérieur réutilisable. Donc il y a quand même une innovation assez forte. Donc il y a de l'innovation. Mais aussi, quand on parlait on parlait de souveraineté juste avant. Si je me replace un peu dans les prérogatives de chacun, le spatial a besoin d'acteurs solides, hein, qui maintiennent des compétences et qui ne vont pas en gros disparaître du jour au lendemain. Ouais, quand on dit, on peut pas non plus. Souvent on dit aux États-Unis, regardez, ils prennent le New Space aux États-Unis, ils prennent des risques. Mais il y a aussi, si je prends l'exemple de United Launch Alliance, pareil, des acteurs bien établis qui permettent de garantir qu'il y aura toujours un lanceur, si on parle des lanceurs, qui sera là et disponible enfin, c'est pas une entreprise qui va s'effondrer du jour au lendemain. Et en Europe, c'est pareil, on a des acteurs qui pérennisent finalement le spatial et autour, tout un ensemble de startups qui montent et qui amènent des solutions extrêmement innovantes. Et les deux vont ensemble, hein. Je donne un autre exemple, hein. Bon, on a aujourd'hui des lanceurs, il y a certains satellites qui ont besoin d'aller dans des orbites spécifiques, et bien se développent ce qu'on appelle des remorqueurs spatiaux ou des transferts véhicules, là, SpaceTag, qui sont plutôt développés par les entreprises de New Space, qui vont permettre de marier lancement et ce qu'on appelle lancement en rideshare, on va pouvoir aller sur un lanceur après Ariane 6. Et avec ces Orbital Transfer Vehicle, un satellite va pouvoir se retrouver sur une orbite qui est son orbite propre, qui n'est pas forcément celle au départ du rideshare. Et donc tout ça, ça sera un lanceur Ariane 6 avec un Orbital Transfer Vehicle développé par une startup et dedans des CubeSats qui vont peut-être être des CubeSats développés par des universités. Donc voilà, c'est ça, tout ça fonctionne ensemble. Et ça fait d'ailleurs partie aussi de notre vision et de ce que l'on promeut au Air Force Space, d'avoir cette vision d'un écosystème qui travaille ensemble, du grand groupe à la startup. Je m'interrogeais sur un autre type de relation. Historiquement, le travail que vous menez, il était plutôt mené par les sociétés d'astronautique dans les années 20 et 30, même encore 40, 50. Et bon, actuellement, ce qu'il en reste de ces sociétés d'astronautique, c'est plutôt la Fédération astronautique internationale, qui chaque année tient un congrès. Et je me demandais si Mhm. typiquement, une initiative comme la vôtre, de think tank, parce que je vous avoue que j'ai plus tout à fait en tête le nom français que vous avez donné, Ouais, et centre d'innovation et d'inspiration, mais c'est vrai que les gens connaissent plus Think Tank. donc voilà, ce Que... centre d'inspiration d'innovation, est-ce que vous cherchez à vous rapprocher de ce genre de société, d'événement, ou est-ce qu'en fait c'est quelque chose qui est plus trop utilisé? Si, il y a assez quand même. Alors, enfin, les sociétés astronautiques sont importantes, hein. On a récemment co-organisé avec l'association astronautique de France, la 3AF, une conférence qui était dans la ville de Saint-Médard-en-Jalles pour présenter la start-up Hyperspace qui est implantée à côté de Bordeaux et qui est un moteur extrêmement innovant à propulsion hybride pour faire un lanceur de classe orbitale. Donc voilà, on était vraiment très heureux de co-organiser cet événement avec la 3F. Et
l'IAC reste quand même la référence, hein, Way for Space était présent au forum IAC 2022 l'année dernière, par exemple, pour présenter notre offre de service et aussi qui nous étions. Dans le cadre du New Space, du développement du spatial et de ce qu'on a pu voir sur les 10 à 15 dernières années, comment tu perçois justement alors le Way for Space à travers la mouvance du New Space dans les 5 à 10 prochaines années? Les objectifs, les grandes avancées éventuelles, qu'est-ce que tu pressens? Le New Space, ce que je pressens, alors aujourd'hui, il y a un fort développement parce il y a des besoins et c'est bien. Longtemps, en fait, on n'en a pas parlé, mais l'un des points durs en Europe, hein, là, c'est pas que en France. Si je compare aux États-Unis, ça venait des financements privés. Il y a quand même une appétence au risque qui n'est pas du tout la même en Europe qu'aux États-Unis. Et ce qui se ressentait au niveau des investissements privés dans les startups qui, qui avaient, je dis encore, hein, passé plus de mal à lever des financements que leurs collègues américains. La tendance est plutôt bonne, hein, on l'a vu avec The Exploration Company, qui est aussi une des pépites située en région Nouvelle-Aquitaine, qui a fait une levée de fonds de 40 millions en début d'année, donc ce qui est vraiment remarquable pour un projet qui est ambitieux et réellement motivant. C'est un vraiment très beau projet que développe The Exploration Company de navettes, enfin de capsules de transport. Et pareil, ExoTrail a fait une excellente levée de fonds, donc ça vient. Et ce qui va arriver dans les 5-10 ans, ce qu'on voit aussi, peut-être aussi l'étape un peu difficile hein, qu'on voit sur des startups américaines, c'est de passer à l'étape industrielle, c'est-à-dire qu'effectivement, des levées de fonds, série A, série B, à un moment, quand il faut vraiment produire vraiment en masse, il y a besoin d'usines, d'investissements qui sont plus importants. Donc c'est là où ça se joue. Et justement, enfin, en tout cas, il y a un véritable envie et d'accompagnement. Hein, c'est si je parle de notre région, Nouvelle-Aquitaine ou Way for Space, qui est assez motrice pour aider les startups à s'implanter et les accompagner dans, dans cette montée en, dans cette montée en capacité. Et comme je vous disais, on travaille en partenariat. Alors nous, on est vraiment un think tank. Hein, on n'a pas ambition ensuite à faire de l'incubation, mais on a des partenaires, notamment Aerospace Valley, qui eux peuvent et apportent leur expertise à des entreprises qui veulent se développer. Et mais dans les 5 à 10 ans, ce qui va être compliqué, enfin, ce qui va être pas compliqué, mais on le voit, c'est aujourd'hui on voit que dans les quelques prochaines années, 2024, 2023, 2024, 2025, on va avoir les premiers démonstrateurs. Si je parlais des micro-lanceurs, si je parlais des orbital transfer vehicles, si je parlais de constellations et d'IoT. Et ensuite, le gros step, c'est de passer de la démonstration à l'industrialisation. Et tu as parlé de nombreuses entreprises françaises, pour la plupart dans ta région, et on comprend bien. Il y en a beaucoup d'autres. En Occitanie, tu l'as évoqué, mais aussi, par exemple, je pense à Reims, mais pas que, hein. Et en lien donc Mhm, avec cette entreprise que je vais nommer qui s'appelle Latitude, la question mhm, que je me pose, donc ex-Venture Orbital System, qu'est-ce que tu as mhm. pensé de l'appel à projet mené par l'ESA, le CNES, en lien donc avec la base spatiale de Kourou, donc le CSG, de chercher, disons, de futures startups, donc du côté des lanceurs cette fois-ci, pour intégrer une plateforme qui leur serait dédiée donc aux micro-lanceurs, donc aux tout petits lanceurs, aux mini-lanceurs comme on les appelle, pour décoller donc du spatioport guyanais et européen. Qu'est-ce que toi Mhm, tu en as pensé et comment tu reçois, disons, les candidatures retenues, parmi lesquelles Latitude, donc, qui est une entreprise française. mhm. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette ouverture du CSG à des entreprises privées du secteur du New Space? Le, ouais, le Centre spatial guyanais, à travers le CNES, hein, c'est le CNES qui a donc sélectionné 7
lanceur pour partir de l'ancien site qui est en cours de réhabilitation, le site Diamant, situé au Centre spatial guyanais. Bah, c'est une excellente initiative, hein, comme aujourd'hui, la gamme européenne des lanceurs, voire lanceurs lourds, qui est Ariane 6, c'est même mieux que ça, elle est capable de faire lanceur moyen et lourd, puisqu'il y a la version Ariane 62 et la version Ariane 64. Pour faire simple, 64 remplace Ariane 5, ayant encore plus de capacité, parce qu'avec un moteur réallumable, il est capable de faire des constellations de toutes les orbites. Et Ariane 62, qui a deux boosters, est plutôt dans la gamme qui était auparavant dévolue à Soyuz. Juste en dessous, il y a Vega, qui est un lanceur léger. Et effectivement, donc si on parle d'une gamme de capacité de lancement de 300 kg, 500 kg jusqu'à une tonne, c'est donc les micro-lanceurs. Donc ça complète la gamme finalement. Et, voilà. Moi, alors, sûrement, j'ai une vue hein, qui est, je pense, peut-être biaisée parce que j'ai forcément un attachement très personnel et très fort au Centre spatial guyanais. Mais je trouve une excellente idée d'ouvrir le port spatial de l'Europe à ces startups parce que faire un lancement, c'est pas uniquement faire décoller une fusée, c'est accueillir les satellites, c'est avoir des moyens de préparation, c'est-à-dire des salles blanches, des halls de remplissage, des halls aussi où on peut faire tous les essais, les mises au point. Les satellites ont beaucoup d'essais, de tests et de préparation avant d'être encapsulés. Faire les lancements, ça nécessite des compétences aussi, c'est que pour préparer la zone de lancement, préparer le lanceur, effectuer le lancement, ça nécessite aussi la tour de contrôle, hein, qui est finalement le centre spatial Jupiter, avec les stations d'acquisition, de télémesure, de suivi. Et tout ça, ça existe déjà. Et ce sont des installations de premier plan. Le centre spatial est engagé dans une transition vers ce qu'on appelle le CSG-NG, nouvelle génération, avec une numérisation accrue et des moyens encore plus performants. Donc, alors je sais que se développe, hein, notamment à Andoya, il y a pas mal de pas de tir aussi prévus en Grande-Bretagne, mais voilà, le centre spatial guyanais bénéficie, outre de sa position équatoriale, mais bon, les micro-lanceurs, ils ont plutôt des lancements en direction du nord, hein, pas vraiment des lancements. Ils ont moins besoin de lancements en direction de l'est. Mais bénéficient quand même d'installations de premier plan pour faire toutes ces activités-là, de l'accueil du satellite, de la préparation, captation, préparation, lancement. Donc, et en plus, la zone, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas il y a l'empreinte, comment on appelle ça, environnementale, enfin, en gros, c'est un pas de tir qui est recyclé. C'était l'ancien pas de tir diamant. Donc, il n'y a pas besoin d'aller déforester pour faire un nouveau pas de tir. On utilise finalement une installation qui était laissée en l'état depuis l'arrêt des lanceurs diamant, qui sont réhabilités, un peu comme le pas de tir de Vega, finalement, qui est un recyclage de la zone de lancement Ariane 1. Donc là, c'est pareil, ça me permet de partir, voilà, chercher le mot. C'est pas une nouvelle artificialisation des sols. On utilise une zone de lancement qui existait déjà et qui va être dévolue pour les micro-lanceurs. Donc, moi, je trouve ça, c'est bénéficier du meilleur des compétences d'un très beau centre de lancement pour des lanceurs qui complètent la gamme actuelle d'Arianespace. Alors, on me fait signe en régie qu'on touche au bout de cette très belle émission. Mais j'aimerais tout d'abord te remercier, François, pour tous ces beaux récits pleins d'émotions et surtout ces très bonnes analyses du New Space, d'Ariane, mais aussi de vraiment ces missions et ce point de vue sur le centre spatial guyanais. Parce que jusqu'au bout, tu nous as porté avec toi à travers la Nouvelle-Aquitaine et la Guyane. Donc un grand merci. Et puis je vais laisser la main à Merci. Simon pour cette fin d'émission. Bah, je tiens à te remercier. Si je te laisse dire quelques mots si tu veux, François, pour conclure cette émission. Bah, je vous remercie de m'avoir invité. Je trouve ça très intéressant de discuter avec vous et je vous remercie vraiment pour votre écoute.
Voilà, j'ai toujours l'impression d'avoir dit que 10% de ce que je voulais dire. C'est, je pense, le problème des gens passionnés. Mais voilà. Pour dire une dernière chose, si aujourd'hui, on le sait, hein, il y a besoin de jeunes qui s'engagent dans des études scientifiques et techniques. Donc, si les jeunes nous écoutent, le spatial, ça fait toujours rêver. Il y a énormément de projets et en plus, comme je le disais, les satellites et le spatial peuvent vraiment nous aider à être au service de la Terre. Donc, foncez, foncez pour le spatial. On a besoin de vous. Bah écoute, je te remercie pour ce discours. Je te rassure, le sentiment de n'avoir dit qu'une petite partie de ce que tu avais noté, on l'a tout à chaque émission. Et voilà, vraiment merci pour cette chance de t'avoir avec nous et peut-être de rediscuter avec toi à l'avenir dans d'autres émissions. Je Ouais, remercie avec également plaisir. mes collègues, donc merci Thomas. Mais merci à vous. Et merci Francis, alias François officiellement. Et merci à vous. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'Odyssée. Je vous invite à continuer à écouter des podcasts sur Radio Good Morning Toulouse et à très bientôt.